Émancipation. Fanfiction Harry Potter. Par le studio Calu Records. Catégorie Boys Love. Couple phare Harry Potter et Severus Snape. Chapitre 2. Aux premières heures du matin, Severus vient de transplaner dans la clairière de la forêt interdite, où il a l'habitude d'atterrir, juste au-delà de la limite de Poudlard. Il se met lentement en marche en direction du château. Il n'a pas besoin d'allumer sa baguette, même malgré l'obscurité toujours présente que forment les arbres centenaires. Quelles que soient les conditions, il connaît le chemin sur le bout des doigts. La réunion ne s'est pas déroulée comme il s'y attendait. Et il ne parvient toujours pas à savoir quoi en penser. Ce soir, il n'a pas été puni, ce qui en soi est une première depuis son retour auprès du Seigneur des Ténèbres l'an passé. N'étaient présents que Bellatrix, quelque peu chiffonnée, Greyback et les carreaux, qui apparemment étaient occupés ailleurs la dernière fois. Pendant une bonne demi-heure, le Seigneur des Ténèbres s'est mis à marcher de long en large, tout en fulminant de rage, avant d'aller s'asseoir et faire un signe à Severus pour qu'il s'approche. « Dis-moi ce que le vieux fou prévoit de faire maintenant, » a-t-il sifflé avec impatience. « Dumbledore est revenu à Poudlard hier soir. Il a passé plusieurs heures dans son bureau et ce matin, il a convoqué le personnel à une réunion pour nous informer des événements du ministère et de sa réhabilitation en tant que directeur et chef sorcier du Wizengamot. Une réunion de l'ordre est planifiée ce soir, maître. Je serai alors capable de vous en dire plus demain. » L'a informé Severus en s'inclinant avec dévotion, les genoux au sol. « Où est cette bonne femme d'ombrage ?»« Je ne sais pas, maître, mais Serpentard m'ont rapporté qu'elle avait emmené Potter et la Sandbourbe Granger dans la forêt, à la recherche d'une arme que Dumbledore serait supposé y avoir cachée. Elle n'a pas été revue depuis. » Voldemort s'est mis à réfléchir, puis soudain à sourire d'une façon malsaine, faisant frissonner Severus. Cette expression laisse toujours présager une douleur extrême, que, pour une fois, le professeur a espéré ne pas lui être destinée. Son maître a alors saisi le devant de sa robe pour le rapprocher de lui. Il s'est mis à lui caresser la joue de la jointure de ses doigts froids dans un geste presque affectueux, ses yeux rouges regardant droit devant lui, comme perdu. Severus s'est efforcé de ne pas flancher, ses boucliers d'occlumencie bien en place. « Il pense qu'il m'a affaibli, n'est-ce pas ?» murmure Voldemort à son oreille, les yeux toujours dans le vide. « Mais tout ce qu'il a réussi, c'est à m'obliger à avancer un peu mes plans, rien de plus. » Il prend le visage de Severus en coupe et plonge ses yeux dans les siens, sans pourtant recourir à la légilimencie. « Severus, mon serpent insaisissable, va et reviens demain à la même heure. » C'est ainsi qu'il a été relâché, pour finir par ramper, s'incliner et partir. Ayant atteint la pelouse, Severus contourne la cabane d'Hagrid et se dirige vers l'entrée principale. Pas besoin de se cacher puisqu'il n'a pas encore récupéré le privilège du port de la robe noire et du masque, et suppose qu'il ne l'aura pas avant longtemps. Quoiqu'il se peut que les récents événements aient accéléré sa réhabilitation. Le directeur sera ravi de l'entendre. Il le verra lors de la réunion ce soir, puisqu'aucune information urgente n'est à relayer. Harry et ses amis sont restés à l'infirmerie toute la journée, faisant abstraction du fait que la plupart d'entre eux étaient autorisés à partir. Les journaux étant particulièrement intéressants ce matin, ils sont partis du principe que c'était dans leur intérêt de s'éloigner du reste des élèves. Du moins, jusqu'à ce que l'agitation se calme. Madame Pomfrey a interdit toute visite en dehors de la famille,
ce dont ils sont reconnaissants. Certes, Dumbledore est passé pour les interroger au sujet d'Ombrage et Harry a laissé les autres lui expliquer, n'ayant aucune envie d'avoir affaire à lui en ce moment. Il est resté assis là, calme et maussade, et personne ne lui demandait quoi que ce soit. C'est l'après-midi, les parents viennent d'arriver. Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, Harry se retrouve fermement enserré dans l'accolade de Madame Weasley. Elle ne dit pas un mot, se contentant de le tenir avec réconfort, comme si elle savait ce dont il a le plus besoin à cet instant. Et ça le chamboule. Car il comprend à ce moment que les Weasley l'aiment sincèrement. Ce sont des gens bien et décents, qui se battent pour ce qu'ils croient et ne sont pas que les pions de Dumbledore, comme un grand nombre des autres membres de l'ordre. Bon, ils sont ses pions bien sûr, mais sans en être vraiment conscients. Ils recherchent un guide, lui font confiance pour ne pas les mener dans le faux, et s'offrent eux-mêmes pour qu'il les exploite. En toute honnêteté, qui aurait cru le grand Albus Dumbledore capable d'une telle cruauté? Ironiquement, seul Percy s'en est rendu compte. Sa seule erreur a été de laisser son ambition l'aveugler et mettre sa confiance en le ministère, qui, sous l'égide du gouvernement de Fudge, est tombé dans la corruption. Finalement, Madame Weasley le libère, lui laissant le temps de se recomposer avant de l'observer de plus près. « Tu t'en sors, hein ?» Parce qu'il ne fait pas confiance à sa voix, Harry hoche la tête. Elle l'enlace à nouveau et lui envoie un sourire compatissant avant de l'abandonner pour aller voir ses enfants. Il se dirige alors vers le lit d'Hermione et s'assoit sur le bord, permettant à la jeune fille de lui tapoter le bras. Monsieur Lovegood se tient avec Luna de l'autre côté, faisant clairement comprendre à tous de qui sa fille tient son sens de la mode. 2 lits plus loin, Madame Longbottom est en train de parler avec Neville, son air sévère habituel sur le visage. D'après le jeune homme, et ce qu'il connaît d'elle, c'est une femme et une sorcière formidable. Il réalise brusquement qu'elle n'est pas un membre de l'ordre. Par chance ou par choix? Voilà une question qui vaudrait la peine d'y répondre. Le 12 Square Grimmauld, à Londres, fourmille de sorciers et de sorcières lorsque Severus arrive discrètement et, comme à son habitude, va s'installer sur son siège réservé dans un coin de la cuisine. Il constate encore qu'observer ses camarades membres est aussi ennuyeux que fascinant. Contrairement au rassemblement de mange-morts, les réunions de l'ordre ne sont jamais productives. Les informations sont énoncées, des plans d'action sont proposés, puis débattus pendant des heures interminables jusqu'à ce que Dumbledore présente la solution qu'il avait l'intention d'imposer depuis le début. Et tout le monde est d'accord. Ceux qui ne le sont pas font de toute façon avec. Personne ne contredit le grand et sage Albus Dumbledore. Il sait toujours ce qui est le mieux. S'il est une chose que Severus apprécie chez le Seigneur des Ténèbres, c'est bien sa domination sans conteste. Avec lui, vous savez où est votre place. À genoux, pas besoin de se prendre la tête. Au bout du compte, le grand leader arrive, étonnant tout le monde en amenant Minerva avec lui. Severus ne savait pas qu'elle avait déjà été libérée de Sainte-Mangouste. Malgré lui, il en est ravi. Plus que jamais, on a besoin d'elle. Après la ronde habituelle des salutations joyeuses, tout le monde s'assoit et le calme s'installe. Merci Merlin. Dumbledore se met debout face à l'assemblée. Je suppose que tout le monde est d'ores et déjà informé du résultat de l'opération au département des mystères. Cependant, peu importe à quel point on peut être satisfait de la capture des 11 membres du cercle intérieur, nous savons tous qu'ils ne resteront pas sans agir bien longtemps. Azkaban ne peut plus être considéré comme sécurisé, même si le ministre refuse de le croire. Un vent de murmures d'approbation se répand. Albus, vous avez bien été réinvesti en tant que chef sorcier,
Ne pouvez-vous proposer un vote de défiance au Wizengamot? Suggère Elphias Dodge. Je le pourrais, en effet, mes amis. Mais, comme vous le savez, une motion d'une telle ampleur prend du temps. Le vote final n'interviendra pas avant l'automne, dans le meilleur des cas. Et cela correspond précisément à la fin du mandat de Fudge. Je n'en vois pas l'utilité. Sourit Dumbledore avec condescendance alors qu'il se rassoit. Non, à l'heure actuelle, notre principal objectif est de neutraliser et de remplacer les supporters de Voldemort au sein du ministère, ce qui permettra au nouveau gouvernement d'asseoir sa position de contrôle lorsque la guerre sera déclenchée, et de nous apporter un allié fort et utile sur lequel s'appuyer, au lieu d'un adversaire qui ne cesse de saper nos actions, comme actuellement. Mais est-ce que Fudge n'est pas en train d'essayer de l'empêcher? Demande Tonks, exprimant, semble-t-il, l'inquiétude de chacun. Les yeux de Dumbledore pétillent de joie. Hélas, je doute sincèrement que, cet été, Cornelius ait le temps d'aller au-delà de la une des journaux, ma chère. Les circonstances controversées qui, cette année en particulier, ont accompagné nombreuses de ses actions ainsi que celles de son personnel, vont créer un vent de panique chez les gens. S'ensuit une discussion animée sur les missions imbues à chacun. Molly Weasley a pourtant quelques sujets d'inquiétude. « Albus, qu'en est-il de cette horrible bonne femme Ombrage? Est-elle toujours en poste à Poudlard ?» Voilà bien une chose qui intéresse aussi Severus. Le directeur devient grave, alors qu'il entrecroise ses doigts sur la table, le regard dur. « Ma chère, nul besoin de vous préoccuper de cela. Les actions de Madame Ombrage au cours de cette année, et en particulier, il y a 2 nuits de cela, lui ont valu une sentence à vie à Azkaban. » Des cris de surprise et des demandes d'explication explosent à travers la pièce. En un instant, Dumbledore lève la main pour les calmer. Ces crimes sont indubitablement sévères. Non seulement elle a eu recours à des artefacts de magie noire, de classe 5, sur des mineurs pendant ses cours, une plume de sang, précise-t-il pour empêcher d'autres questions, mais elle a aussi admis avoir envoyé l'été dernier, dans le Surrey, 2 détraqueurs pour administrer le baiser à Harry Potter. Cette fois, l'indignation ne peut être endiguée. Severus doit lutter contre l'envie de se boucher les oreilles, bien qu'il admette que cela soit tout à fait justifié. Ce genre de choses n'a jamais été fait par le passé, pas même par les Mange-Morts lors de la Première Guerre. « Silence !» se met à rugir Dumbledore pour les faire taire. « Je sais que vous êtes bouleversés, mais le pire reste à venir. » Il regarde gravement autour de lui. 2 nuits de cela, elle a utilisé le sortilège de Doloris sur Harry Potter, alors qu'elle l'interrogeait devant des témoins. Des yeux s'écarquillent et un silence choqué s'instaure. « C'est un mange-mort » demande bêtement quelqu'un. « Non, » soupire Dumbledore. « C'est une certitude, le mal porte de nombreux visages, pas seulement des masques blancs. » Personne ne peut contredire pareil argument, ricane ouvertement Severus dans sa tête. Le reste de la réunion est prévisible. Comme chaque année, Molly Weasley proteste contre le placement de Potter pendant l'été pour se voir gentiment refoulée avec les sempiternels arguments. Ayant aperçu la vie du garçon pendant leur session, Severus arrive à comprendre pour la première fois pourquoi elle pose la question. Toutefois, cela ne change rien au fait qu'il n'y ait rien à faire. Mis à part la protection du sang, il suspecte fortement que Dumbledore veut que les choses restent telles qu'elles sont, et ce que Dumbledore veut, il l'obtient,
généralement. La date de la lecture du testament de Black est annoncée et toute personne requise informée. Pourtant, Lupin, qui ressemble à un mort, ne semble pas intéressé par quoi que ce soit au-delà de la tache sur le mur qu'il n'a cessé de fixer. Pas même lorsque l'escorte de Potter, pour l'occasion, est choisie parmi une horde de volontaires, lui récoltant des regards de pitié de ses pairs et un regard de côté de Dumbledore. C'est sur cette note que l'assemblée commence à se disperser. Il est presque déjà sorti lorsque Dumbledore le rappelle. « Sévérus, je dois discuter de certaines choses avec toi. Merci de m'accompagner dans mon bureau. » Le brun est quelque peu intrigué quant au sujet de leur conversation. Rien d'important ne lui vient à l'esprit alors qu'il attend que Dumbledore dise au revoir et qu'il le suit à travers la cheminée. Dans le bureau du directeur, il refuse l'offre de thé et de bonbons au citron et s'assoit à sa place habituelle, devant le bureau. Dumbledore prend une sucrerie et le fixe avec sérieux. « Sévérus, nous nous sommes retrouvés dans une sacrée situation. Le plan initial qui visait à piéger Tom en utilisant Harry comme appât nous est revenu en pleine figure, de façon assez spectaculaire. D'aussi loin que je puisse voir, notre espoir réside essentiellement en des initiatives plus directes. » Sévérus donne son assentiment en hochant la tête. « Nous aurons besoin d'augmenter le nombre de combattants compétents dans notre camp, afin d'être en position d'attaquer. Je vais procéder à un recrutement minutieux, bien sûr, mais c'est sans nul doute la génération actuelle des élèves de Poudlard qui aura un rôle à jouer, soit en tant que membres de l'ordre, soit pour se protéger eux-mêmes, ainsi que leurs amis et familles des assauts des mange-morts. » Il acquiesce de nouveau. « Tu seras d'accord avec moi, j'en suis sûr, qu'il est de la plus haute importance de pourvoir le poste de défense contre les forces du mal avec un candidat compétent et expérimenté. » Sévérus se redresse encore plus sur sa chaise, réalisant où l'autre homme veut en venir. « Je veux que ce soit toi, mon garçon, qui occupe ce poste. » Sévérus commence à ouvrir la bouche pour protester toutes sortes d'arguments judicieux qui envahissent sa tête. À qui incombera le poste de professeur de potions en aussi peu de temps? Quelle va être la réaction du Seigneur des Ténèbres? Qu'en est-il de ses devoirs en tant que chef de maison lorsqu'il devra s'en aller dans un an? Et ces Serpentards, en particulier les enfants de Mange-Morts, qui va veiller sur eux et leur offrir réconfort et conseil, surtout maintenant? La plupart de leurs parents et frères et sœurs sont ou seront emprisonnés bientôt. Vers qui vont-ils se tourner? Vers le Seigneur des Ténèbres? En voyant la dureté dans les yeux de Dumbledore, il se rend compte que ce n'est pas une suggestion, mais bien un ordre. Le directeur est conscient de tout ça et il s'en fiche. Sévérus est assis là, une peur glacée se répandant en lui, gelant son âme. Il hoche la tête, pas certain de sa voix. Que peut-il faire d'autre? « Excellent! Ha !» fait Dumbledore avec un sourire paternel. Celui-là qu'il utilise lorsqu'il est content de lui. Mais désormais, Sévérus a compris, remarquant pour la première fois que le sourire ne l'atteint pas et qu'il ne l'a jamais fait auparavant. « J'aurai le contrat dans la journée de demain. Merci de venir après le déjeuner. Nous verrons les détails ensemble. » Sévérus fait un nouveau signe de tête et se lève, encore choqué. Il se retourne et se met à marcher comme un automate, l'envolée habituelle de ses robes se réduisant à un léger balayage. Il ne remarque pas le regard presque béat qui suit ses mouvements. De retour dans ses quartiers, Sévérus se laisse tomber dans son fauteuil, devant le feu qui brûle gaiement toute l'année durant pour réchauffer la fraîcheur de ses cachots et rendre son logement confortable. Il saisit une bouteille et le verre encore sur la table et se verse une bonne lampée, l'avalant immédiatement
et répétant la même chose plusieurs fois jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Le feu de l'alcool qui apaise la froideur qui enserre son âme n'améliore pourtant en rien sa situation. L'engourdissement fait place à la douleur de la trahison. Pauvre fou aveugle. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Severus laisse venir les larmes qui lui brûlent les yeux. Il s'est souvent réjoui d'être en mesure de deviner les machinations d'où qu'elles viennent, se moquant de la facilité avec laquelle les autres en sont victimes. Et voilà que ça lui tombe dessus. Finalement, il ne vaut pas mieux qu'eux. Fou de croire que Dumbledore pourrait le juger digne d'être autre chose qu'un outil entre ses mains, un outil pour atteindre ses objectifs, fou de croire qu'il s'est racheté aux yeux du grand homme, effaçant les péchés de sa jeunesse au prix de la sueur et du sang, juste pour me convaincre. Il est capable d'arborer des sentiments paternels, un vrai Serpentard. Severus éclate d'un rire hystérique. Sans se soucier des larmes qui coulent sur son visage, il bondit sur ses pieds et après avoir saisi la bouteille, il la jette de toutes ses forces contre le mur. Se délectant du bruit de verre cassé, le verre suit le même sort. Il reste debout pendant un instant, respirant et sanglotant. Puis il se calme quelque peu et sent l'énergie le quitter. Il tombe à terre, sur les genoux. Il efface les traces de larmes d'un sort et demeure ainsi. Il ne devrait pas être surpris par la tournure des événements, se réprimande-t-il. Est-ce que cela n'a pas toujours été comme ça? D'abord, il est entraîné à cause des attentes de son père, apprenant docilement tout ce que l'on lui enseigne, y compris la magie noire, pour ne récolter en retour que des insultes et des coups. À l'école, sa soif d'obtenir le respect et la reconnaissance de ses camarades de chambrée l'a poussé à suivre à la lettre les instructions tacites imposées par l'étiquette Serpentard, allant jusqu'à faire sienne l'idéologie fanatique de la pureté du sang. Tout ça pour être la cible des maraudeurs à chaque instant et voir ses soi-disant amis rire de lui. Le Seigneur des Ténèbres lui a fait miroiter puissance et famille, pour finir par le marquer et le pousser à travailler comme de vulgaires bétails. Dumbledore lui a promis la rédemption. Severus s'en souvient, un sentiment que certains lui ont accordé, mais évidemment pas Dumbledore. Tout en dehors de cela n'était qu'un produit de mon imagination. Caché par ses cheveux qui pendent comme un rideau, son visage brûle sous le coup de l'humiliation. Pris par une soudaine colère, il serre les poings. Ce n'est pas comme si je n'avais pas participé. Je me suis laissé enchaîner comme une putain de marionnette. Severus lève les yeux pour se retrouver presque nez à nez à un elfe de maison. Sursautant d'effroi, il retient le cri qu'il s'apprêtait à sortir, tandis que la créature recule en s'inclinant lentement. « Winky est désolé, maître professeur des potions, » se met-elle à glapir pour s'excuser. « Winky n'avait pas l'intention de vous faire peur, mais juste de venir vous voir, maître professeur des potions. » « Pour me voir ?» demanda-t-il d'une façon distraite, sa respiration encore bloquée dans sa gorge. L'elfe le dévisage avec curiosité. « Pour vous soigner, maître professeur des potions. » Severus la regarde sans comprendre. Personne ne s'est occupé de lui depuis que sa mère est décédée. Il sait que Minerva et Poppy s'inquiètent pour lui, mais pas de façon aussi tangible. Il s'attarde sur son apparence, une robe sale et déchirée qui a dû être bleue à une certaine époque, des oreilles de chauve-souris qui dépassent d'un chapeau assorti. Il se souvient enfin, c'est l'ancien elfe de Crouch. La consigne de ne pas accepter d'offres de servitude permanente a été spécialement donnée au personnel, même si elle est celle qui fait la demande. Bien sûr, il sait pertinemment que ce n'est pas ce que la créature est en train de lui proposer, mais il voit ça comme un sursaut de rébellion face à la trahison de Dumbledore.
et décide de faire comme si elle lui avait effectivement demandé. « Tu souhaites t'occuper de moi ?» ronronne-t-il suavement, une lueur prédatrice dans les yeux. Winky se met à couiner d'excitation, ses oreilles se dressant à l'écoute, ses yeux énormes et globuleux s'écarquillant de surprise. Elle hoche la tête timidement. « Fort bien, attends-moi ici. » Severus se met debout et s'en va dans sa chambre. Le couteau de rituel qu'il requiert est, avec les autres, dans une niche secrète, derrière sa commode. Il s'en saisit sans hésitation, ses yeux tombant au passage sur le coffre sculpté qui contient quelques souvenirs appartenant à sa mère. Il songe que, s'il doit faire un doigt d'honneur au directeur, cela paraît plus juste d'y mettre les formes et de faire de même avec les fanatiques de la pureté du sang. Après tout, personne n'a besoin de savoir. De retour dans le salon, il s'assoit sur le sol à côté de Winky, qui bondit joyeusement, ses mains grêlées jointes et des larmes de gratitude qui brillent dans ses yeux. Avec précision, il trace la rune de lien dans la paume de sa main gauche. Grâce au couteau magique, le sang ne coule pas et il ne ressent aucune douleur. Pendant ce temps, Winky se dévait entièrement et fait disparaître ses vêtements salis. Il pose sa main sur le crâne de l'elfe et commence à prononcer l'incantation, le lien en vieux gaélique, qu'il sent envahir son être et se fixer sur son essence même. Un instant plus tard, c'est terminé. Désormais, Winky lui appartient, à lui et à sa descendance. Avec un elfe nu sur les genoux, s'accrochant à lui, les yeux grands ouverts, il se fait la réflexion que c'est une sensation étrange d'être le propriétaire d'une créature aussi puissante. Jamais il n'a vécu une telle expérience. Les Snape, bien qu'étant de longue lignée, étaient relativement pauvres depuis plusieurs générations et n'avaient pas d'elfes de maison. Pas étonnant que le Seigneur des Ténèbres prenne autant de plaisir à marquer ses disciples. C'est véritablement un sentiment excitant. Bien, maintenant viens et laisse-moi t'équiper correctement. C'est le signal pour que Winky saute de ses genoux, se lave d'un claquement de doigts et se tienne devant lui avec impatience. Il va ouvrir le coffre sculpté et prend un foulard de soie grise argentée, imprimé avec un dessin floral complexe. Comme une toge, il enveloppe l'elfe tremblant qui le fixe avec de grands yeux incrédules et épingle le tissu au moyen d'une simple broche en or, en forme de bouton de rose. « Ça lui va bien ?» constate-t-il en souriant. Le sus en ferait une syncope. « Prends-en bien soin, » lui intime-t-il. « Cela appartenait à ma mère. » C'est définitivement trop pour la pauvre créature qui s'évanouit. Eh bien, il admet que c'est fascinant. Il n'avait jamais entendu parler auparavant d'un elfe qui se soit évanoui. Ne sachant quoi faire, il appelle Tipsy, l'elfe qui a l'habitude de lui apporter son thé, et lui demande de prendre soin d'elle. Tipsy saisit la main de Winky et ensemble, ils transplanent. « Bien, ça suffit », soupire Severus en rangeant le couteau et le coffre. Il lance un sort de Tempus pour vérifier l'heure et fait disparaître les éclats de verre. Il avale une potion de dégrisement et, malgré tout, se sent étrangement apaisé. Au moins maintenant, il sait où il en est. Dumbledore ne veut plus de lui à Poudlard. C'est clair comme le jour. Il se fiche du sort des enfants à Serpentard. S'en est-il jamais soucié? Ne peut-il s'empêcher de railler? Il suppose qu'il est toujours le bienvenu au sein de l'ordre, plus ou moins. Il est toujours le plus jeune maître en potions depuis plus de 500 ans. Un excellent combattant et un sorcier puissant et doté de connaissances. Dumbledore serait stupide d'essayer de se débarrasser complètement de lui. Il reste un espion, même si, pour le moment, sa position ne lui permet pas d'être efficace. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a aucune chance que cela change. Ce n'est pas une position entièrement désespérée, résume-t-il. S'il joue correctement ses cartes, il pourrait bien être capable de sauver ses petits serpents et de sortir de ce pétrin en vie. Severus examine ses poches, s'assurant qu'il a toutes les potions dont il pourrait avoir besoin, et il s'en va. Il a un rapport à faire à un seigneur des ténèbres.
Vous venez d'écouter Émancipation, chapitre 2, par les studios Calu Records. Une fanfiction Harry Potter. N'hésitez pas à consulter la suite. À bientôt dans le chapitre 3.